Bonjour à tous. La Chine, comment mène-t-elle ses transformations numériques? Comment prend-elle cette avance sur la data sur le monde occidental? Mon invité connaît bien ce marché, en particulier du point de vue de la consommation. On va parler ensemble de son ouvrage qu'elle a coécrit. Dragon Tactics sera à la une de Smartech aujourd'hui. Et puis deuxième sujet, celui de la diversité. La diversité ici en France, dans le monde de la tech. Comment faire bouger les lignes? On verra ça avec notamment l'association Diversity Days et un entrepreneur investisseur également qui sera en plateau. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web comme tous les jours. Mais tout de suite, Dragon Tactics à la une de Smartech. On parle de la Chine aujourd'hui dans Smartech et en particulier de la manière dont ce pays aussi vaste que complexe mène ses transformations numériques. On en parle avec Sandrine Zerdbib qui est co-autrice de Dragon Tactics paru aux éditions Duno. Alors, experte dans le secteur de la consommation, en Chine arrivée en 1994. Vous êtes ex-présidente d'Adidas Grande China. Ensuite, PDG d'un groupe chinois, et puis vous avez vous-même lancé votre entreprise, rachetée récemment par un géant local. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous d'abord. Vous publiez donc cette année Dragon Tactics avec Aldo Spanjars. Et le sous-titre m'a interpellée. Les tactiques des entrepreneurs chinois pour mieux diriger dans l'incertitude. Vous considérez aujourd'hui qu'on peut se servir de la Chine pour en tirer des enseignements, mais de là à dire que ce serait un modèle, vous iriez jusque-là? Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer effectivement des entreprises privées, j'insiste sur le fait que ce sont les entreprises privées, ce n'est pas l'ensemble des entreprises, pour revoir la façon dont eux, ils ont géré leurs entreprises et ils ont en fait développé avec beaucoup de succès leur entreprise dans un environnement extrêmement incertain, où les lignes bougeaient constamment dans la réglementation, les consommateurs étaient aussi en évolution extrêmement rapide. Et on peut s'en inspirer. Nous, ici, aujourd'hui, on est aussi dans une ère d'extrême incertitude à laquelle on n'est pas très habitué, alors qu'ils ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, je dirais. Et on peut s'en inspirer. Maintenant, modèle, ça dépend ce qu'on appelle modèle. S'inspirer de certains traits, oui. Prendre le modèle et l'appliquer ici tel quel, c'est peut-être pas, parce qu'on est sur des cultures différentes. Certaines choses sont acceptables en Chine, ne le sont pas en Occident. Donc, ce n'est pas à prendre en bloc, mais il y a vraiment des traits de caractère ou des traits spécifiques à la gestion des entreprises en Chine dont on peut s'inspirer. Et alors, c'est à la fois instructif pour une entreprise qui souhaiterait s'installer là-bas, mais aussi sur des enseignements qu'on peut déjà attraper, notamment sur l'utilisation de la data, dont vous consacrez un chapitre. Mais je voulais déjà qu'on commence par un peu de pédagogie, de présenter quelques exemples. Vous citez notamment Amazon. Donc Amazon, vu d'ici, c'est le succès mondial d'un géant américain. Et puis en Chine, patatras, c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Expliquez-nous pourquoi. Effectivement. Et en fait, les raisons pour lesquelles Amazon n'a pas fonctionné en Chine, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas adopté certaines approches chinoises qu'il aurait fallu absolument adopter pour réussir. Donc, on tombe tout à fait dans le sujet. Donc, ils ont commencé plutôt pas trop mal. En 2004, ils ont racheté une entreprise locale, Joyo. Et puis, ils ont voulu donc se développer et ils étaient certains que leader comme ils l'étaient dans le reste du monde, ça allait être naturel. En réalité, dès 2015, si je me rappelle bien, ils ont commencé par ouvrir un magasin Amazon sur Tmall, qui est donc la plateforme, enfin, c'est pas vraiment une plateforme, c'est un mall virtuel, le mall virtuel d'Alibaba, ce qui est déjà c'est déjà disons, curieux, parce que c'est vraiment les deux gros concurrents. Et puis, parce que j'allais dire, Amazon, c'est une marketplace. Oui, c'est pour ça que c'est curieux. Mais ensuite, cela dit, c'est différent, parce que Tmall, c'est un mall virtuel, Amazon, c'est une marketplace. Quelle différence vous faites? Le mall virtuel, ce sont des magasins. Ce sont des magasins dans un mall qui est virtuel, bien sûr, mais on a un environnement de magasin. Alors, bien sûr... Avec une identité... voilà, un environnement de magasin, bien sûr virtuel, mais toute l'identité de la marque est présente dans le cadre d'un template qui est imposé, en particulier le template des pages produits est imposé.
Mais malgré tout, c'est l'image, c'est le look and feel. Donc déjà, ce choix, c'est quoi? Ça vient C'est déjà d'une méconnaissance? Non, ça, c'était déjà une forme de renoncement. Ah. Qui en fait résultait des échecs antérieurs. Et en 2019, ils ont carrément jeté l'éponge en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils n'ont pas souhaité s'adapter à leur environnement, ou ils l'ont fait trop tard, en traînant les pieds. Le consommateur chinois avait des demandes qui leur ont paru finalement anormal, on doit dire les choses comme ça, voire même arriéré, ou le fait d'une consommation arriérée, alors que c'était exactement l'inverse. Je crois qu'ils ont raté le coche en ce sens qu'ils n'ont pas vu que le marché de l'e-commerce en Chine était en train de devenir un laboratoire pour le reste du monde. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on parle aujourd'hui justement du futur du e-commerce qui se passe en Chine, et on se dit comment Amazon a pu rater cette marche. Alors, ils ont raté cette marche, entre autres, parce qu'ils ont voulu absolument, en fait, répliquer les modèles qu'ils avaient mis en place dans le reste du monde. Alors, je prends quelques exemples. C'est l'effet pervers de la mondialisation, en fait. C'est l'effet pervers de la mondialisation et de la centralisation qui ne fonctionne pas du tout en Chine, en fait. Donc, par exemple, la façon de présenter les produits est différente. Donc, typiquement, en Chine, en e-commerce, on va donner un maximum d'informations et un maximum d'images sur les produits. Beaucoup d'angles sur les produits. Aujourd'hui, moi, je regarde en France un petit peu l'e-commerce. Je suis un petit peu frustrée parce que j'ai l'habitude d'avoir beaucoup plus d'angles sur les images produits, beaucoup plus de descriptions. Amazon n'a pas souhaité faire ça. Ensuite, l'habitude en Chine, c'est aussi de communiquer beaucoup avec le customer service, le service client, en général par des chats. Et c'est pratiquement 60% des transactions se font avec au moins une interaction. Donc, ils auraient dû mettre ça en place très vite et ils ont très longtemps refusé de le faire. Ils sont venus à ça très tard. Sur les paiements, au début, il n'y avait pas encore les paiements mobiles qui ont vraiment résolu énormément de problèmes. Peu de gens avaient des cartes de crédit ou de débit d'ailleurs. Donc en fait, ce qui se faisait, c'était le cash, qu'on donnait du cash au moment de la livraison. Le consommateur donnait du cash au moment de la livraison. Ça leur a paru pas une bonne chose, donc ils n'ont pas voulu le faire. Ils l'ont fait très très tard. Et puis il y a aussi, je dirais, l'apparence des sites d'e-commerce en Chine. Il est très busy, comme on dit en bon français. Chargé. Très chargé. Il y a des images partout, il y a des pop-up constamment. Et ce n'est pas du tout l'esthétique d'Amazon, mais Amazon a pensé qu'il ne fallait pas adapter son esthétique. Donc, finalement, de fil en aiguille, ils n'ont pas plu aux consommateurs chinois. Et les locaux, enfin les boîtes locales, et en particulier, effectivement, les plateformes d'Alibaba, ont fait des progrès considérables et ont mangé le marché. Est-ce que ça veut dire que pour réussir en Chine, il faut absolument s'adapter au marché local? On ne peut pas arriver avec sa marque de fabrique? Non, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, alors là, je vais être tout à fait clair là-dessus. Si on ne souhaite pas ou si on ne peut pas faire ce qu'on appelle, encore une fois, du China for China, c'est-à-dire vraiment une adaptation totale de ses produits, de sa communication au marché local, tout en gardant bien sûr l'esprit et l'ADN de sa marque, eh bien, en dehors du luxe, et encore même le luxe s'adapte dans une certaine mesure, ça ne va pas fonctionner. Et alors, je voulais qu'on prenne un autre exemple aussi, parce que le temps passe très vite. Oui, pardon. C'est l'exemple de Carrefour, parce que là, on a le roi de la consommation qui arrive en Chine, et ça se passe plutôt bien pendant 10 ans. Oui. Et puis la machine s'enraye. Carrefour passe à côté d'une alliance avec Alibaba. En tout cas, c'est votre analyse. Il aurait fallu travailler avec Alibaba? Ça aurait pu être une voie, effectivement, pour sortir des problèmes dans lesquels ils étaient et surtout pour accélérer la digitalisation. Parce que là, c'est un manque d'agilité, ce qui s'est passé. Ce n'est pas un problème d'adaptation au marché. Là, c'est un autre enseignement intéressant. Il faut pouvoir aller vite, il faut pouvoir se transformer rapidement. Absolument, parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont été très innovants quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont proposé une façon de consommer qui était nouvelle en Chine. Et les gens ont adoré ça, enfin les consommateurs ont adoré ça. Et puis à un moment donné, il y a des concurrents locaux qui ont pris le pli, qui s'y sont mis, mais qui, eux, ont continué à innover constamment. Alors que Carrefour a été très lent dans ses innovations, et en particulier sur toute la partie digitale. Et ils ont eu l'opportunité de le faire avec Alibaba. Et puis,
finalement, ils ne se sont pas mis d'accord et ça ne s'est pas fait. Donc on ne peut jamais dormir tranquille, hein. C'est ça aussi que vous dites, hein, diriger dans l'incertitude. Alors il y a un modèle que vous décrivez également, c'est celui de Huawei. Donc Huawei, entreprise chinoise. Vous dites que c'est un protagoniste de la culture du loup. Alors oui, qu'est-ce que c'est que cette culture du loup? C'est une culture, d'abord c'est une culture de la meute, avec un sens du collectif qui est extrêmement fort. Ça c'est un des points clés de la culture du loup. C'est une culture où le flair est très important, c'est-à-dire que le loup va sentir les opportunités. Donc c'est une culture qui est fière d'être opportuniste en fait, alors que souvent c'est perçu comme quelque chose de négatif en Occident. C'est aussi une culture assez agressive, qui demande beaucoup à ses loups, si je puis dire, et qui demande aussi une loyauté parfaite vis-à-vis du chef. Donc c'est pour ça que cette culture du loup, il y a le flair, bien sûr, c'est une chose que je trouve très très intéressante en termes d'adaptation dans nos pays, mais par contre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prendre en bloc, mais même en Chine, elle est décriée. Elle est décriée au sens où, en particulier, tout ce qui relève de la gestion humaine agressive, où on demande aux gens de travailler de très très longues heures. Parler du temps de travail 9-9-6. Voilà. 9h du matin, 9h du soir, 6 jours sur 7. Oui, c'est Jack Ma, donc Alibaba, qui avait lancé... C'est sûr que ce n'est pas un modèle qu'on peut appliquer en Occident ou qu'on aurait envie d'appliquer en Occident. Ça n'est plus non plus un modèle qu'on peut appliquer aujourd'hui. Ça a été extrêmement décrié ces dernières années. La jeunesse ne veut plus ça et ne voit pas non plus... pourquoi en quoi le jeu en vaut la chandelle. Parce que l'ascenseur social est quand même beaucoup plus lent qu'avant, si je puis dire. Il fonctionne moins bien. Donc, on n'en a pas travaillé aussi dur. On n'en retire pas finalement les gains qu'on a retiré les générations précédentes. Alors, à la culture du loup, vous préférez donc la tactique du dragon. Pourquoi ça vous semble pertinent aujourd'hui de regarder cette tactique du dragon de près et voire de l'appliquer dans nos entreprises, dans nos start-up? Alors, je pense pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que je crois vraiment qu'on est entré dans un monde très incertain où on peut avoir, pas simplement les start-up d'ailleurs, mais les grandes entreprises, on peut avoir des écarts de revenus beaucoup plus profonds que tout ce qu'on a vu avant. On peut avoir des incidents qu'on n'avait pas du tout anticipés et qu'on ne pouvait pas anticiper, des facteurs externes qui impactent énormément les entreprises. Et donc, il faut avoir cette possibilité de réagir constamment. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Vous donnez 5 enseignements de management, finalement, d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces entrepreneurs chinois, face à l'incertitude? Tout à fait. Mais pour moi, ce que je mets au centre de tout, c'est la capacité d'observation. Et je pense que, dans une certaine mesure, c'est aussi ce qui nous manque. Et ensuite, une fois qu'on a observé, la capacité de réaction extrêmement rapide sur ce qu'on a observé. Et là, c'est vraiment une profonde différence culturelle. Nous, on va être beaucoup plus conceptuel. On va penser que ce qu'il faut, c'est penser correctement. Pour eux, pour les entrepreneurs chinois, et je dirais même dans la culture chinoise, observer correctement, c'est ce qui va faire la différence. Et en période d'incertitude, être capable d'être en alerte pour observer tout ce qui se passe et réagir extrêmement vite sur ces observations, également sur ces observations sur les changements des consommateurs. C'est-à-dire être à l'écoute de ces signaux faibles, mais après, pour réagir, là, si on est une grosse structure, c'est compliqué de réagir à tous les signaux faibles. Oui, mais il y a une grande agilité, même dans les grandes structures, sur la réaction. Alors ça tient aussi au fait qu'on est sur des organigrammes beaucoup plus plats. Sur le fait aussi, au fait que le patron va pas toujours respecter la chaîne de commande et va être très près du terrain. Dans la plupart des cas, on voit des patrons qui finalement vont parler directement aux gens à la base pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions consensuelles. Effectivement, c'est assez autoritaire comme modèle, mais ça permet d'aller très vite et de réagir très vite. Et alors vous avez été à la tête, vous avez dirigé Adidas en Chine. Comment ça se passe quand on veut prendre des décisions rapidement, avoir de l'agilité alors qu'on est une filiale d'un grand groupe, on n'a pas toutes les possibilités pour agir. Alors, il se trouve que j'ai eu la très grande chance d'être nommé à ce poste par Robert Louis Dreyfus, qui lui était vraiment un entrepreneur dans l'âme
et m'a laissé effectivement beaucoup de liberté pour exercer les tactiques du dragon, que je n'avais pas encore vraiment conceptualisé de cette façon. Mais c'est vrai que la plupart des entreprises, enfin des filiales d'entreprises étrangères souffrent de ce manque d'agilité et de cette méconnaissance de l'environnement chinois qu'ont les sièges sociaux. Et aujourd'hui, c'est encore pire, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de voyages, voire pas du tout. Donc, il y a une espèce de distance qui se crée entre les sièges sociaux et la Chine, qui rend les choses encore plus difficiles. Alors, je voulais aussi, juste pour revenir un petit peu sur Huawei, donc, qui a été victime d'un bannissement mondial. Faut avoir les capacités de se retourner. Est-ce que là, c'est pas l'État chinois, quand même, qui arrive au secours de ces grandes entreprises quand il faut être, pour le coup, très, très agile, pour ne pas mourir? Alors, pas 100%, c'est-à-dire que Huawei, ils ont aussi des capacités pour réagir en utilisant le marché interne et les marchés amis, entre guillemets. Maintenant, il est vrai, et je pense que c'est important, et c'est important aussi pour notre technologie en France, il y a vraiment une alliance forte entre les entreprises et le public. Alors, quand les choses vont moins bien, quand le domaine public a moins d'amour pour ses alliés de la tech, ou certains de ses alliés de la tech, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, avec Alibaba en Chine, voilà. En ce moment, c'est compliqué. Voilà. Mais cette alliance, elle a vraiment été au cœur de la politique chinoise nationale de technologie, en fait. Et ça, vous nous dites, aujourd'hui, en Occident, on n'est pas assez solidaire. Les États ne sont pas forcément assez solidaires avec leurs entreprises tech en particulier. C'est ce que j'ai pu observer. Je ne vois pas du tout ces alliances fortes qui ont été au cœur des progrès de la Chine dans la technologie, en fait. Et il y a un gros travail en Chine en ce moment sur les questions de souveraineté numérique, qui pourrait aussi nous inspirer. Absolument. Alors, est-ce que c'est applicable? C'est toujours le problème de la transposition. Est-ce qu'on peut transposer un modèle comme celui qui est très particulier de la Chine, politiquement, au nôtre? Alors, bien sûr qu'on ne va pas transposer le modèle politique chinois. Ça, personne ne le souhaite, je pense, ici. Mais les deux sont corrélés quand même, la politique et l'économie. Oui, mais regardez, les États-Unis vont quand même un petit peu plus loin en termes d'alliance entre le public et le privé que nous le faisons ici en Europe. Oui. En Europe, on le fait peu, voire mal. Ensuite, on souffre effectivement du manque de cohésion européenne. Mais on peut très bien avoir des alliances fortes sans pour autant être dans un système tel que le système chinois. Et là, on passe à côté de choses qui sont très importantes. C'est comme ça qu'on voit quand même pas mal de start-up françaises, quand elles arrivent à un certain niveau de développement, dire on peut plus, on va s'allier avec des Américains, moins souvent avec des Chinois, parce que... Ça dit, moi, je rencontre pas mal de PME dans la tech en France qui me disent que finalement, leur marché, leurs contrats, ils les signent plutôt du côté de l'Asie en ce moment. Tout à fait. D'ailleurs, y compris en Chine. Il y a il y a une époque où c'était beaucoup plus vif, parce qu'on était plus sur la tech consommateur. Mais les grandes entreprises type Alibaba ou Tencent ont en fait créé des systèmes d'incubation qui incluaient des start-up françaises et européennes, et en ont d'ailleurs financé et racheté certaines. Alors, je voulais qu'on arrive sur ce chapitre. Tout commence par la data. Vous dites qu'en fait, à l'origine de l'explosion de cette data, c'est le paiement mobile. Le paiement mobile, alors, a joué un rôle considérable. Il y a plein de choses à l'origine, bien entendu, mais le paiement mobile a joué un rôle tout à fait considérable dans l'explosion de la data, puisqu'en fait, toute une vie tient dans deux applications qui sont Alipay et WeChat Pay. Donc, tout ce que vous faites, vous payez votre électricité, vous faites vos courses, vous achetez des tickets d'avion ou de train, tout tient là-dedans, en fait. Avec ce que ça dit comme intrusion dans la vie privée des utilisateurs. Avec ce que ça dit, effectivement, comme intrusion dans la vie privée, ça a été quand même pas mal réglementé dans les 2 dernières années. Alors, cette réglementation s'applique à tout le monde sauf à l'État. Oui. L'État a un droit d'intrusion illimité, mais malgré tout, ça a été pas mal réglementé. Et quand on parle de data, c'est pas de la data nominale, c'est-à-dire que c'est pas Monsieur Tartampion a acheté telle et telle chose. C'est vraiment une masse statistique qui permet effectivement de développer beaucoup plus rapidement
notamment tout ce qui va être intelligence artificielle, Du côté du learning. business, on va rester du côté du business. Donc il y a des plans aujourd'hui très ambitieux. Vous me dites sur la data, là vraiment, ils ont un coup d'avance sur nous. Alors, ils ont un coup d'avance sur nous, pas en recherche fondamentale à proprement parler, mais d'abord parce qu'ils bénéficient effectivement d'une quantité de data qui est remarquable. Et c'est très, très important. On le sait tous, hein, on sait que plus il y en a, plus on peut faire quelque chose. Oui. Et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, la quantité de data est même plus importante dans une certaine mesure que sa qualité. Et alors avec, vous nous dites, dans ce plan formalisé par le Conseil d'État 2015-2030, l'objectif c'est de devenir le centre mondial de l'innovation dans l'IA. Oui. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? J'en sais rien. Mais ils font de très gros progrès, dans l'intelligence artificielle qui est appliquée à beaucoup de domaines et pas simplement aux domaines commerciaux. C'est appliqué notamment au domaine médical, pour ne prendre que cet exemple. Et ça a vraiment aidé, alors je ne parle pas de la période récente où il y a eu d'autres soucis, mais au début de la Covid, ça a énormément aidé à accélérer les diagnostics et accélérer ne serait-ce que les consultations. Parce qu'ils ont pu reposer sur une très grande masse de data. Alors, on va terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, avec un mariage heureux. Hein, c'est votre entreprise donc, que vous avez créée dans le secteur du commerce électronique, Fulljet, qui a été récemment vendu au géant local du secteur Baozun. C'était en février 21. Comment s'est passé ce mariage et comment continue-t-il d'évoluer d'ailleurs? Alors, le mariage s'est fait parce que eux, ils étaient en fait des opérateurs e-commerce. C'est un métier qui n'existe pas tout à fait sous cet angle-là en France ou en Europe, mais peu importe. Ils étaient opérateurs e-commerce, moi aussi, mais avec mon entreprise aussi, mais avec un angle beaucoup plus stratégie de marque pour ce qui était de mon entreprise, et c'est ça qui les a intéressés. Donc en fait, et vous, c'était votre objectif? Oui, je voulais vendre. Revendre. Absolument, ouais. Je voulais vendre. Et je voulais vendre en pensant aussi que pour grandir, il fallait que je sois appuyée sur des forces supérieures, on va dire. Donc oui, je voulais vendre, mais ça m'intéressait de rester dans le projet. Et le projet, il a évolué avec finalement pas mal de caractéristiques des tactiques du dragon, avec beaucoup de souplesse. Au départ, on a un peu tâtonné sur la meilleure façon en fait de faire évoluer ce projet. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui fait sens, puisque Baozun a décidé de se diversifier, avec mon aide donc, de se diversifier vers des métiers différents, qui leur permet d'avoir des relations beaucoup plus long terme avec les marques. Et donc, vous restez aux manettes de la direction de l'entreprise? Absolument, et même en fait, elle est assez fondue dans le groupe. Et je m'occupe aujourd'hui particulièrement de la diversification de Baozun. Et donc, j'aime bien en parler parce que ça montre qu'il y a des mariages heureux avec les entreprises chinoises. C'est ce qui m'a frappé, oui. Merci beaucoup. On termine juste rapidement avec l'interview express. Je voulais vous interroger, Sandrine Zerbib, sur vos rêves. Quel serait mon rêve? Oui, votre ou vos, je ne sais pas, vous en avez peut-être plusieurs. Ok. Mon rêve, ce serait qu'il y ait un dialogue beaucoup plus riche entre la Chine et l'Occident. Je pense que la direction qu'on prend en ce moment de ne pas se parler, de ne pas se voir, et voire même de découpler nos activités, c'est très néfaste. C'est très néfaste pour même le futur, en fait, de l'humanité. Hein. Donc ça, ce serait, je dirais, mon rêve numéro 1. Mon rêve numéro 2, plus modestement, ce serait de pouvoir vraiment y contribuer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Pour moi, tout va tourner autour de ça, c'est-à-dire vraiment créer des ponts entre la Chine et le reste du monde. Et vous la voyez où dans 5 ans, la Chine? Je la vois certes encore très autoritaire, voire toujours aussi autoritaire, voire plus qu'aujourd'hui. En revanche, je la vois en constant développement. C'est-à-dire que un certain nombre de gens pensent que la Chine va s'effondrer. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Merci beaucoup. C'était l'entretien avec Sandrine Zerbib, auteure de Dragon Tactics, paru aux éditions Duno cet été. On se retrouve juste après la pause. On retourne en France parler de diversité, voir comment on peut réussir à faire bouger les lignes.
Vous êtes bien sur le plateau de Smartech, c'est la deuxième partie qui démarre de votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies. C'est l'heure en particulier de notre rendez-vous avec la diversité. On voit ici comment faire bouger les lignes et c'est un rendez-vous qui est aujourd'hui assuré par Mounira Hamdi, présidente et cofondatrice de Diversidays, qui n'est pas venue seule pour ce grand rendez-vous. Elle est accompagnée aujourd'hui de Nicolas Sellier, cofondateur de Ring Capital. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. On a aussi le plaisir d'avoir gardé avec nous Sandrine Zerbib, auteure de Dragon Tactics, paru aux éditions Duno, dont nous avons discuté juste avant assez longuement. Donc on a un peu le temps un peu raccourci ensemble, mais on va y arriver, j'en suis persuadée. Mounira, vous vouliez nous partager en l'occurrence les résultats d'une étude sur les startups, la diversité et l'inclusion. Exactement. Et je voulais aussi, avant tout, parler aussi de Take Your Place, qui est le mouvement lancé par Diversidays et la Fondation Mosaïque il y a bientôt 2 ans maintenant. Oui. Et l'objectif, c'était de montrer un petit peu comment les chiffres de l'étude s'inscrivent aussi dans le travail mené à travers ce mouvement-là. Donc, si vous me permettez cette petite parenthèse, justement, l'objectif, c'était aussi de montrer la genèse de ce mouvement qui a été créé justement pour répondre à des besoins en termes de diversification de talents au sein des startups, mais également d'inclure de nouveaux acteurs, notamment les VC. Donc, on en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais on s'est véritablement rendu compte qu'aujourd'hui, à travers différents constats, notamment liés à l'étude, qu'on a cette problématique justement de représentation au sein des startups. On a bien sûr déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a près de 40% aujourd'hui des salariés de start-up qui ont déclaré avoir été victimes ou témoins d'une discrimination au sein de leur structure. Au-delà de ça, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même une perception positive des start-up de la part des salariés français. Quand vous dites 40%, oui. Est-ce que c'est un chiffre plus élevé que dans d'autres secteurs? Parce que là, on parle des start-up. Alors, on parle des start-up. Je me permets justement de donner quelque chose de plus positif, puisque quand on avait fait l'étude l'année dernière concernant les salariés français, c'est pour ça que je reprenais le côté plus global, c'était 1 salarié sur 2. Donc en start-up, on a légèrement moins, entre guillemets, de personnes qui se disent victimes ou témoins. Mais la problématique existe réellement. Et au-delà de ces problématiques de discrimination, il y a aussi une véritable problématique de représentation. Donc ce n'est pas moi qui vais vous donner le visage aujourd'hui de la tech française, mais on a véritablement un manque. Regardez Smartech, vous avez un aperçu. C'est effectivement parfois un peu monotone, on va dire. Légèrement, pas beaucoup. Smartech jamais, mais peut-être l'écosystème. Mais on fait des efforts, regardez le plateau d'aujourd'hui, c'est parfait. Oui, c'est très sympa et justement c'est ce qu'on envisage d'améliorer avec ce mouvement. L'objectif c'est de pouvoir accompagner donc à la fois les startups mais également les VC vers un recrutement et des pratiques managériales plus inclusives. Donc pour revenir justement sur ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'il y a l'étude qui nous donne un peu le portrait aujourd'hui de ce qui se passe dans les startups. Exactement. Et ensuite des recommandations. Alors oui, il y a ces recommandations-là. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir indiquer qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément d'outils qui existent déjà pour pouvoir accompagner les startups qui n'ont pas encore intégré une démarche ou en tout cas un chantier de diversité et d'inclusion. Elles sont nombreuses à ne pas en avoir mis en place. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur mettre en scène tout un tas de recommandations, notamment pour accompagner les managers de proximité, pour partir du principe que le sponsor doit partir de la direction vers les collaborateurs pour indiquer qu'il y a une véritable ambition à mener une roadmap diversité-inclusion, que la diversité et l'inclusion, c'est plein de volets différents. Il s'agit de l'handicap, du multiculturalisme, de l'âge aussi, mais ça peut être également l'inclusion des personnes handicapées. Donc ça, c'est en situation de handicap, pardon. Donc il y a énormément de sensibilisation à mener en interne. Et justement, cette étude, elle est vraiment là pour redessiner un petit peu tous les points les plus importants. Je reviens quand même sur des chiffres qui sont nécessaires, notamment dans le cadre de cette première étude, puisque c'est la première du genre pour Diversidays et notamment pour le mouvement Take Your Place. Donc pour nous, aujourd'hui, c'était de se dire, il y a une perception positive de la part des salariés français autour de l'écosystème start-up, mais ils ne sont pas enclins à recommander à leurs proches le fait de rejoindre une structure comme celle des start-up ou des scale-up, parce qu'ils en ont une perception
pas si positive que ça finalement. Et on essaye d'améliorer cette perception en indiquant que ces startups sont accessibles à un maximum de personnes et notamment en essayant de montrer des visages très très différents de la tech. Donc, vous dites seulement 20% des Français ont envisagé de postuler dans une start-up. Exactement. Donc, postuler et même recommander parce que ça va vraiment dans la démarche. Après, c'est pas juste peut-être pour des freins liés aux questions de diversité, c'est peut-être pour des... Bien sûr, il y a tout un tas de... Non, on ne veut pas tout remettre sur le dos des startups. On est d'accord. Il y a l'environnement, il y a la sécurité, il y a aussi le fait de trouver une certaine stabilité aussi au sein d'une structure. Donc, il y a énormément de freins, bien sûr, dans le cadre de ce choix professionnel. Mais mis bout à bout, ces différents chiffres et surtout ces différents constats nous amènent à nous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à mener pour justement accompagner davantage les startups pour diffuser et capitaliser sur des bonnes pratiques en lien avec la diversité et l'inclusion, comprendre un petit peu mieux aussi là où on en est, parce qu'aujourd'hui, quand on met en place des outils comme Mixity notamment, ça nous aide à avoir une empreinte sur là où on se situe par rapport aux différents volets de l'handicap, de l'inclusion LGBTQ+. Il y a aussi une roadmap sur comment on se situe par rapport à la parité. Donc, tous ces outils et toutes ces approches sont vraiment là pour améliorer l'existant au sein de la start-up et avoir une empreinte aussi à N+1 pour mesurer cette évolution finalement. Take Your Place, on a 12 fonds qui sont rentrés dans ce mouvement, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça. Dont Ring Capital. Dont Ring Capital. C'est la très grande surprise, justement, de cette rentrée, puisque, comme je vous le disais, il y a 2 ans, on a travaillé sans relâche pour essayer de favoriser et faciliter les méthodes de recrutement plus inclusifs. Aujourd'hui, cette boîte à outils, elle est comment dire, très diverse. On a à la fois des formations, on a à la fois des workshops, on a des job dating pour améliorer justement le fait de pouvoir sourcer des talents plus diversifiés. On a également des rencontres avec des experts sur des thématiques bien spécifiques, qu'il s'agisse de la discrimination, par exemple, homme-femme ou de la discrimination multiculturelle. Donc, il y a énormément d'accompagnement qui est proposé à travers ce mouvement-là. Il était jusqu'à présent proposé aux startups et on s'est très vite rendu compte que pour faire adhérer davantage de membres à ce mouvement-là, on avait besoin de l'appui des VC et c'est conjointement que cette deuxième approche a été menée, puisque véritablement sans la volonté de certains acteurs, notamment comme Nicolas. C'est pas parce que c'est mon chouchou, mais c'est vraiment un acteur qui a été volontaire dans l'idée de faire avancer les choses dans le secteur et notamment dans le secteur de la tech. Donc c'est pourquoi aujourd'hui c'était important que Nicolas puisse prendre la parole puisqu'il a mené ce débat. J'ai dit cofondateur de Ring Capital, mais ce qui va nous intéresser en particulier, c'est Ring Mission. Oui. Donc, que vous avez lancé l'année dernière, où là, vous concentrez, c'est un fonds qui est concentré sur les startups à impact. Alors, l'ensemble de Ring est concentré sur les startups à impact. Ring, on finance et on accompagne des entrepreneurs qui développent des solutions qui répondent aux... Ah d'accord, je pensais que c'était que vous aviez l'ensemble une spin-off avec Mission. Mais Mission est la partie philanthropique. On a les parties investissement impact qui investit dans des startups, des scale-up à impact. Et en parallèle, on fait la même chose, mais là en pro bono, pour des jeunes associations. En fait, les associations, elles n'ont pas la chance qu'ont des startups d'avoir facilement une source de financement et l'accompagnement qui va avec, alors que les besoins de financement et d'accompagnement sont souvent beaucoup plus criants dans les associations. Et on n'a pas ce phénomène de jeunes associations innovantes qui ont une forte croissance et qui viennent rivaliser les grandes et secouer un peu le secteur comme les startups le font. Donc c'est à ça que Ring Mission est dédié. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence alors, là, depuis à peu près 1 an, c'est ça, hein, le lancement de Ring Mission? Qu'est-ce que ça a changé au sein du fonds? C'est une porosité, j'imagine, entre les deux activités. Oui, alors il y a une porosité assez forte. On a même investi via le fonds d'impact dans une société qui s'appelle Each One, qui identifie le potentiel de réfugiés aux nouveaux arrivants, les forme et les fait recruter. C'est une société qui, à l'origine, était une association qui s'occupait des réfugiés syriens. Et devant leur croissance et leur impact, elle s'est transformée en société pour pouvoir grandir plus facilement. Donc, ça reste l'exception. Il y a une porosité. Il y a aussi une responsabilité assez évidente. Nous, ce qu'on est censé savoir faire en tant qu'investisseur de capital risque, c'est identifier des structures innovantes à fort potentiel, les financer et les accompagner. Quand on fait ça pour des startups, changer un tout petit peu l'axe de symétrie
et faire ça pour des jeunes associations qui en ont encore vraiment besoin, c'est pas un effort colossal, c'est pas un changement d'expertise, c'est un peu d'investissement et un peu de temps de chacun. Et d'ailleurs, dans l'équipe, ça crée en même temps une dynamique d'équipe. Les investisseurs, chaque investisseur de l'équipe peut être investisseur référent, enfin pro bono d'une association, et ils sont enthousiastes, vachement engagés dans le soutien des associations qui créent une dynamique. Et quelle est la taille du fonds qui est dédié à cette activité? Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 100 000 euros par an qu'on dédie à l'accompagnement de sociétés. On a accompagné 4 associations. Et en fait, c'est 5% du chiffre d'affaires du fonds. Donc, en gros, un fonds, ça gère, le chiffre d'affaires d'un fonds, c'est 2% des montants qu'il gère. Ouais. Donc, on prend 5% de ces 2% qu'on investit. Donc, on investit sans TRI, Et plutôt sur quel type d'initiative? Qu'est-ce que vous regardez? Alors, on regarde des sociétés qui sont jeunes, des associations jeunes à gros potentiel et innovantes. Sur le papier, on a beaucoup de l'inclusion sociale et de l'environnemental. Aujourd'hui, on supporte 2 associations qui utilisent les outils numériques pour aider les gens de la rue. C'est Entourage et Solinum. Aider les relations entre riverains et les gens de la rue, ou aider à cartographier les besoins, à cartographier des services pour les gens de la rue. On a une association qui apprend le code en centrale de détention pour des prisonniers, pour aider à leur réinsertion à la sortie de prison. Et une société qui, et j'en oublie une, ils vont pas être contents, il y a Take Your Place. Ouais. Il y a Take Your Place, Connexio, voilà, et Connexio, bien sûr, merci, merci Moira, super, qui était Connexio, qui est fondée par une chinoise qui est arrivée en France il y a 6 ans et qui accompagne en formant les personnes qui sont éloignées du numérique pour des raisons de fracture sociale. Ils ont aussi des étudiants, des gens sans emploi. Ils ont même des Connexion, vous connaissez, je fais les connexions en même temps. C'est une association formidable. Il y a des engagements qui sont pris aujourd'hui par les investisseurs quand ils se mobilisent avec Take Your Place? Oui, une Mouna. centaine. Non, une dizaine d'engagements. Justement, c'était important de pouvoir mettre de réelles actions derrière cet événement qui a été fait au sein de Bercy au mois d'octobre pour annoncer leur arrivée au sein du mouvement. Je laisse Nicolas justement les aborder, ces 10 engagements-là. On va peut-être pas dresser les 10, non, mais les plus principaux, importants, oui. Ce qui vous semble pour vous le plus important. Ouais, le Et principe, peut-être le plus difficile. Le principe, dans ce qui est le plus important, c'est l'évidence du besoin de recruter des talents divers pour des startups de la tech, et l'évidence pour des gens qui ont des talents qui n'ont pas accès ou qui ne pensent pas avoir accès à la tech parce qu'ils sont trop âgés. Je crois que le premier facteur d'exclusion, c'est l'âge. Parce qu'ils sont dans des quartiers ou dans des cultures où ils pensent que la tech, que les startups, c'est un monde inaccessible. Ouais. Donc, il y a une évidence. Après, c'est vrai, c'est souvent une question de connexion et de formation et de trouver des liens. Et nous, en tant que fonds, on a moins de salariés, on a des petites équipes, en fait, mais on a une responsabilité et on a la capacité d'agir en tant qu'actionnaire en disant aux startups dans lesquelles on investit, écoutez, nous, on investit chez vous. Bien sûr, il faudra il y a quelques conditions, il faudra faire du reporting financier, il va falloir nous rendre des comptes régulièrement et nous impliquer dans la stratégie. Mais dans les demandes qu'on vous fait, si vous voulez qu'on investisse chez vous, il y a aussi s'engager sur la réalisation d'une politique diversité-infusion, sur reporter régulièrement, spécifiquement sur ces sujets-là aux actionnaires et sur mesurer Finalement, vous transférez vos engagements sur les boîtes dans lesquelles vous investissez. C'est les Exactement. deux. Le travail. Non, je sauve un peu Nicolas une deuxième fois, mais c'est sur les deux. C'est à la fois dans les équipes justement des fonds, mais également dans les équipes des startups de leur portefeuille. C'est ma question. Dans les équipes des fonds, est-ce que vous appliquez ces mêmes règles? Oui. Donc, alors, bien sûr, on ne serait pas crédible si on n'essayait pas de les appliquer. On a pas mal. Alors, après, on a pas mal de programmes qu'on met en place. Nous, chez Ring, on a une jeune femme qui est associée de Ring, qui a mis un programme de leadership féminin pour les dirigeants des sociétés du portefeuille, mais aussi pour les managers, pour qu'elles se voient, pour des programmes de mentoring, de partage et de progression. On a, nous aussi, une partie de notre... On a installé le fait que la moitié de notre prime de rémunération soit indexée à la performance
des indicateurs extra-financiers d'impact des sociétés du portefeuille. Et nous aussi, c'est pas facile. J'imagine que c'est pas facile, mais on n'a plus le temps. Merci beaucoup. On a bien entendu que vous aussi, vous vous engagiez. Merci encore Nicolas Sellier, donc cofondateur de Ring Capital. Merci beaucoup Mounira de venir régulièrement dans Smart Tech pour nous parler de diversité. On part là-bas pour une petite pause, une petite parenthèse dans nos métavers. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous présenter une application. Elle propose de trouver son âme sœur dans ces mondes virtuels. Et si vous trouviez le grand amour dans le métavers, on n'arrête pas le progrès, alors après tout, pourquoi pas? Puisque l'objectif du métavers est de faire interagir des millions d'internautes ensemble par le biais de leurs avatars, l'idée ici est donc de transformer ces rencontres en speed dating, une sorte de Tinder du métavers. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de quitter son canapé et ses chaussons. Rechercher son âme sœur dans le métavers, c'est l'idée de l'application NeverMet. Comment ça marche? C'est très simple. Vous devez d'abord créer un profil social, vous indiquez l'âge et le sexe des personnes virtuelles qui vous intéressent le plus. Il ne vous reste ensuite plus qu'à rencontrer virtuellement d'autres utilisateurs afin de trouver votre match. À l'inverse de Tinder, par contre, on ne juge pas ses partenaires sur leurs photos, mais sur leur avatar. Les visages humains y sont strictement interdits. Vous serez jugé en fonction de la voix de votre avatar, de son style et de ses mouvements. Mais le vrai truc en plus se passe ici. L'application vous propose de passer votre date dans des environnements extraordinaire, pratiquement impossible à reproduire dans la vie réelle. Vous aurez par exemple la possibilité d'aller à New York dès le premier rendez-vous. Autre intérêt non négligeable, plus besoin non plus de rester après avoir finalement constaté que vous n'étiez pas intéressé dès les premières minutes. Lors d'un rendez-vous en réalité virtuelle, vous pouvez rapidement dire si vous aimez ou non la compagnie de l'autre personne. Mais l'amour virtuel ne se limite plus aux simples applications de rencontres. Désormais, les internautes peuvent se marier dans le métavers. C'est d'ailleurs le cas d'un couple américain qui s'est marié dans Decentraland. Alors, l'avenir des rencontres amoureuses se fera-t-il dans le métavers? À vous de choisir. Bon, et voilà, une app de dating en VR. Je ne sais pas si vous y croyez, vous serez prêt à investir dans ce type d'application, chez Ring? Dating, c'est un peu compliqué. C'est loin de l'impact quand même. C'est loin de l'impact et c'est la sortie, les modèles d'affaires, la durée de vie des applications, l'hégémonie de certaines fait que c'est quand même, indépendamment des sujets impact, c'est des sujets un peu compliqués. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. C'était Smart Tech. Merci à mes invités. Sandrine Zerbib, donc auteure de Dragon Tactics, qui nous a parlé de ces tactiques pour bien avancer face à l'incertitude. Mounira Hamdi, président et cofondatrice de Diversity Days, et Nicolas Sellier, cofondateur de Ring Capital. Je vous dis à demain notamment pour le débrief de l'actu.